Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo, on va dire un peu plus longue que d'habitude, où je vais vraiment parler en détail de peut-être ce qui vous chiffonne un petit peu lorsque vous commencez votre apprentissage de l'astrologie, c'est-à-dire toutes ces questions d'entente naturelle. Donc on va voir ensemble les ententes naturelles et les ententes accidentelles, ou autrement dit temporaires. On va voir ce que cela signifie, on va voir ce que c'est, on va voir comment les interpréter, comment les détecter et les interpréter. Et puis on va prendre évidemment des exemples. Je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir procéder à la fois dans le thème natal et à la fois dans les divisions zodiacales. Et puis on parlera également, parce que c'est très important, des nœuds lunaires, les signes amis, les signes ennemis avec les nœuds lunaires, les dignités des nœuds lunaires, et comment une planète peut-elle agir en fonction de ses dignités et en fonction de son caractère bénéfique et maléfique. Bref, vous l'avez compris, beaucoup de choses nous attendent à travers cette vidéo. C'est vraiment un récapitulatif des grandes bases de l'astrologie, et c'est vraiment les fondamentaux. Si vous n'avez pas maîtrisé tous ces fondamentaux, ça ne servira à rien de regarder d'autres vidéos plus approfondies, plus abouties sur des prédictions, sur des choses comme ça, puisque vous n'aurez pas les bases. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo. J'en ai déjà parlé durant mes cours avec mes élèves, j'en ai déjà parlé dans certaines formations, et j'ai décidé d'en faire une vidéo un peu pour tout le monde, pour grand public. Ok, comme ça, on pourra plus dire que voilà, qu'on nous cache des choses ou que les informations clés ne sont pas accessibles. Je vais donc vous partager le thème, un thème voilà, au hasard, celui de Alan Turing. Donc Alan Turing, hein, si vous n'avez pas vu, alors il y a eu plusieurs films dessus, vous pouvez aller regarder Imitation Game, qui est l'histoire d'Alan Turing, en gros, qui a aidé à déchiffrer des codes allemands et qui a permis, entre parenthèses, de sauver à peu près 14 millions de personnes. Voilà. Donc c'est intéressant, un thème intéressant, et une vie intéressante. Alors, comment commencer? Si je regarde ce thème, je vois que j'ai Saturne à l'ascendant. Ben, je peux me dire, aïe, 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 Saturne à l'ascendant. Ça va faire des dégâts, ça va faire mal. Ok. Eh bien, je vais, dans un premier temps, regarder où est Saturne. Saturne, on l'a vu, est en maison 1 à l'ascendant, mais je vais non pas regarder la maison, je vais regarder ici le signe qu'il occupe. Saturne, ici, il est en taureau. Donc je rappelle, hein, signe en haut à gauche, poisson, dans le sens des aiguilles d'une montre, bélier, taureau. On arrive ici avec un Saturne en taureau. Eh bien, Saturne en taureau est donc dans le domicile de Vénus. Saturne va donc avoir un rapport avec Vénus, puisqu'il va dépendre de Vénus. Saturne n'est ni en exaltation, ni en Mula Tricona, c'est-à-dire le domicile le plus fort, ni en domicile. Ici, en taureau. Nous devons donc comprendre sa dignité, c'est-à-dire ami, ennemi, neutre, exaltation, etc. On l'a vu que ce n'était pas le cas. Et donc son rapport avec Vénus. Et c'est là que les ententes naturelles apparaissent. Saturne et Vénus sont amis réciproques. Ah. Donc déjà, Saturne en taureau, il est plutôt favorable. Là, c'est ce qu'on entend par amitié, ou plutôt entente naturelle. Saturne et Vénus sont toujours amis, naturellement. Ça veut dire a priori. Le Soleil et Jupiter sont toujours amis a priori. Pourquoi je dis a priori? Parce qu'après vient l'entente temporaire ou accidentelle. Alors, comment est construite l'entente naturelle? Là, je vous ramène au Parashara, Parashara Orashastra, qui est la Bible du yoga, de l'astrologie indienne. Et ici, nous avons quoi? Que nous dit-il? Il nous dit que l'entente naturelle est construite
à partir, tout simplement, du moule à Tricona de la planète. Donc pour Saturne, eh bien, le moule à Tricona, c'est le Verseau. Et Vénus, comptée du Verseau, est maîtresse de 4 et maîtresse de 9. Ici. Et Saturne, comptée du Taureau, ici, est maître de 10 et maître de 9. Alors, quelles sont les maisons qui sont, on va dire, qui facilitent l'entente naturelle au niveau des amis? Donc, comptée du moule à Tricona, eh bien, le Parashara nous dit ceci. La maison 2, la maison 4, la maison 5, la maison 8, la maison 9 et la maison 12. Et là, on voit que c'est un peu compliqué. Bon, bah, comment on va pouvoir retenir ça? Et en fait, il y a quelque chose qui est très simple, que vous pouvez retenir. On a vu 2 et 12. Bon. Donc, ça veut simplement dire ceux qui sont avant et après le moule à Tricona. Donc, par exemple, pour Saturne, ici, le moule à Tricona est en Verseau, donc Jupiter sera ami, et Saturne, c'est lui-même. Bon, là, il n'y a rien, évidemment, puisque c'est lui-même. Bon. Donc, 2 et 12. Ensuite, on a vu 3 et 9. Ici. Alors, plutôt 5 et 9. Ça, c'est plutôt un moyen mnémotechnique. 5 et 9, 3, il n'y a pas du tout, en fait, c'est 2 et 12, 5 et 9. Donc, trigone. 5, 9, ça, c'est simple. Et 8 et 4. Donc là, moyen mnémotechnique, 4 plus 4, 8, ou tout simplement, la maison 4 et la maison 8 sont deux maisons moksha. C'est-à-dire que toutes les maisons moksha, 4, 8, 12, plus les maisons tricona, 5 et 9, ont des amitiés naturelles. Donc si je prends par exemple le Soleil, eh bien, Mercure est en Vierge, donc ici, donc maison 2 comté du Soleil, ok, il y a effectivement une amitié. La 4, on a quoi? On a le Scorpion, donc on a Mars. Donc Mars est ami naturel avec le Soleil. Et Jupiter, donc maison 5, et maison 8, donc Jupiter, lui, est ami. Mars, également maison 9, donc on retrouve Jupiter, Mars, Mercure, et la Lune, puisque la 12e, on l'a vu, ici du Soleil, c'est le Cancer. Donc, là, on a 4 potentiels amis. Et ensuite, Parashara nous dit quelque chose. Il nous dit que les autres sont considérés comme des ennemis. Donc là, on a quoi? On a vu que Jupiter, lui, c'était bon, 8 et 5, compté du Soleil. Que Mars, on avait 9 et 4, c'est bon aussi. Que la Lune, 12, il n'y en a qu'une, c'est bon. Par contre, Mercure, on va revenir sur lui parce que la 2, oui, mais l'autre domicile, c'est la 11. Et la 11 est considérée comme une ennemie, puisqu'elle n'est pas 12-2, elle n'est pas 5-9, et elle n'est pas 4-8. Donc, forcément, Mercure va devenir neutre. C'est-à-dire, ami plus ennemi égale neutre. C'est comme ça qu'on distingue les ententes naturelles, à partir des moules à Tricona. Donc Saturne, ici, en Verseau, Vénus, 4e maison comptée du Verseau, et 9e maison. On est bien dans deux maisons qui ont des ententes naturelles avec Saturne. Ici. Donc, ici, on a bien Saturne qui est bien positionné en Taureau. Bon. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des ententes temporaires. Et là, c'est encore plus simple.
c'est, on va dire, a posteriori, des ententes a posteriori. Par exemple, tiens, sa tête me revient pas, c'est l'entente naturelle, a priori. Puis finalement, on a parlé, quelqu'un de sympa, je l'apprécie, a posteriori, entente temporaire. C'est-à-dire que le temps a décidé, c'est-à-dire en fait en fonction des placements des planètes. Alors que l'entente naturelle, peu importe le thème. Donc Saturne ici, dépendant de Vénus, il faut regarder la place de Vénus. Pour comprendre les ententes amicales en termes d'entente temporaire, c'est très simple. Vous partez de la planète et vous faites 3 à gauche et 3 à droite. Donc ici, c'est la maison 12, 11, 10 à gauche, enfin de la planète, de la maison occupée par la planète qu'on étudie, et la 2, 3, 4. 3 à gauche, 3 à droite. Très simple. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes planètes qui sont en 10, donc en Verseau, en 11, ici en Poisson, en 12 en Bélier, en 2, c'est-à-dire en Gémeaux, en 3 Cancer ou en 4 Lion, sont amis avec Saturne. Sont ennemis tous les autres, c'est-à-dire ceux qui sont trop éloignés, c'est-à-dire de la 5 à la 9, ou dans le même signe que Saturne, c'est-à-dire trop près. Là, Saturne, il veut de la place. C'est-à-dire que cette conjonction Vénus-Soleil-Mercure dans ce thème, c'est trop près. Ça va se rentrer dedans. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc là, nous avons quoi? Nous avons Saturne qui occupe un signe ami, naturel, et qui, comme Vénus est dans la 2e maison, comté de Saturne, eh bien, c'est une grande amie de Saturne. Donc ici, Saturne en Taureau est bien accueilli par Vénus qui lui veut du bien. Donc Saturne va pouvoir donner ses meilleurs effets. On est loin du grand Saturne maléfique qui fait peur et qui endommage complètement la vie. Ok. Donc nous avons ça. Ensuite, nous avons autre chose. Saturne, maître de 9 et de 10, va donc donner les bons effets de cette maison 9 et de cette maison 10. Puisque nous avons dans l'ordre exaltation, Mula Tricona, domicile, grand ami, ami, neutre, ennemi, grand ennemi et chute. Donc là, on est juste en dessous du domicile, qui est vraiment une bonne place pour la planète, et là, nous avons tout simplement le grand ami. Donc Saturne est très bien placé. Donc il va apporter de bonnes choses. Ici. Ok, donc ça c'est vraiment la base. Ça c'est vraiment pour juger Saturne. Donc il va donner de bonnes choses concernant la maison 9 et la maison 10. Donc il va apporter des fruits au travail. Le travail va venir au natif. La chance va sourire au natif. Il va pouvoir travailler pour le gouvernement. Maître de 9 et de 10 en maison 1. C'est-à-dire que ça vient à lui. Ok, ça c'est des choses vraiment qui sont vraiment importantes. Après, le fait que Saturne soit une maléfique naturelle, ça a évidemment un sens. Maléfique naturelle, donc il y en a 3, Saturne, Soleil et Mars. Bénéfique naturel, il y en a 3, Jupiter, Mercure, Vénus, pour Varamira. La Lune quand elle est croissante, Mercure quand elle est avec une maléfique, elle a tendance à plutôt être maléfique. Mais seule ou avec une bénéfique, elle est bénéfique. Saomya Graha, planète bénéfique. Évidemment, les nœuds lunaires plutôt maléfiques. Donc, ici, Saturne étant planète maléfique naturelle, va faire en sorte, voilà, c'est la planète de la rudesse, de la discipline, du délai, que les choses vont advenir, puisque Saturne est bien placée chez une grande amie.
En plus, elle est Yoga Karaka, maître de 9 et de 10, d'une maison bénéfique et puissante. Donc elle est puissante et bénéfique, cette Saturne, et bien placée. Donc elle va apporter de bonnes choses pour le natif, en maison 1 ici, pour le natif, mais avec énormément de travail, énormément de sueur, de temps, d'effort. Mais elle va apporter des choses intéressantes. Pareil, Saturne, maître de 10 et de 9, en maison 1, le natif peut attirer à lui des gens marqués par Saturne, ici. Et évidemment, ça va marquer le natif lui-même, puisque c'est en maison 1. Un chercheur, quelqu'un qui va faire des recherches, qui va étudier, qui va analyser. Saturne, c'est ça. Tenter de comprendre les choses. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. À l'inverse, une planète bénéfique naturelle. Donc là, on a vu que Saturne était maléfique naturel, mais bénéfique accidentel. Parce que Yoga Karaka, maître de 9 et de 10. C'est la meilleure planète, ici, du thème. Mais si on a, par exemple, ici, on voit Jupiter, maître de 8 et de 11. Il est donc bénéfique naturel, ce Jupiter, puisque c'est la grande bénéfique, et maléfique accidentel, car maître de 8 et de 11. Donc, ce que régit Jupiter peut advenir extrêmement rapidement, c'est-à-dire facilement, avec fluidité, c'est l'art de la planète bénéfique. Maison 11, ça peut être des soutiens, des appuis, mais au final, le résultat sera négatif pour le domaine touché par la planète ou régi par la planète. Par exemple, oui, il peut être entouré de gens, mais les gens peuvent se moquer de lui. Oui, il peut être entouré de gens, mais les gens peuvent s'allier contre lui. Etc., etc. Vénus peut très bien faire en sorte, ça c'est l'exemple que prend Ernst Willem, peut très bien faire en sorte, en tant que planète bénéfique naturelle, de vous faire rencontrer une très belle personne, de coucher avec, etc. facilement, mais en tant que maléfique accidentelle, elle peut très bien vous entraîner, vous donner une maladie vénérienne et faire en sorte que vous ayez des gros problèmes après, voire pire. Donc, bien distinguer tout ça, bien distinguer influence naturelle et accidentelle, et bien distinguer nature bénéfique et maléfique de la planète. Et évidemment, bénéfique et maléfique accidentel. On va prendre d'autres exemples sur ce thème. Si je veux jauger ici du Soleil. Le Soleil, il est chez Mercure en Gémeaux. On vient de le voir, Mercure par rapport au moula tricona du Soleil est dans la maison 2 et 11. Donc il est neutre. Donc le Soleil ici est dans un signe neutre. Il est neutre en Gémeaux. Voilà, le Soleil est neutre en Gémeaux, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, Mercure ne lui posera pas de bâton dans les roues. Naturellement. Mais évidemment, il faut prendre en considération l'aspect accidentel. Et Mercure est dans le même signe que le Soleil. Et on a vu tout à l'heure que les signes amis par accident, ce sont 3 signes avant, 3 signes après. Et pas du tout le même signe. Et donc, en conjonction, c'est toujours une inimitié accidentelle. Donc, ici, le Soleil est dans un signe ennemi. Ici, le Soleil est dans un signe ennemi. Donc, ce que régit la maison 4 pour le natif, ici, aura tendance à se manifester de manière difficile, ou même en fait carrément il sera détruit. Ici, il aura plutôt tendance à être détruit. Maison 4, ça peut être relié au logement, aux parents, ça peut être relié au véhicule, un héritage,
ou ce genre de choses. Alors quand je dis héritage, c'est pas l'héritage de la maison 8, hein, c'est pas héritage financier. C'est plutôt patrimoine, plutôt héritage parental, génétique, etc. Donc plutôt de mauvais effets ici. Quand? Eh bien, durant la période du soleil, quand le soleil est actif en fait, ou sous période du soleil, ou lorsque le soleil est affecté par Mercure ou Vénus, ou quand le soleil, ici, est dans l'akshatra de Rahu, en période de Rahu. Mais pour s'en convaincre, il faut regarder d'autres domaines, d'autres divisions surtout. Et les transits. Donc voilà un petit peu des choses vraiment intéressantes ici. Prenons Mars. Mars est en chute, ici en cancer. Mars est en chute en cancer. Donc forcément, étant en chute, lui, il est hors catégorie. Il est hors catégorie puisqu'il est pas bon ici. Il est pas bon, mais la Lune est quand même dans la 3e maison comptée de Mars. Comment on peut jauger ça? La Lune, finalement, elle est plutôt bénéfique pour Mars. Elle est amie, en fait, c'est-à-dire qu'elle va chercher à aider Mars. Alors que Mars, lui, ne se sent pas du tout bien là où il est. Là où il est en chute. Donc, forcément, c'est la chute quand même qui va dominer ici. Après, il faut voir s'il y a d'autres des annulations de chute, ce qui est le cas, hein, le Mars est en exaltation dans le D9, par exemple. Mais bon, là, il y a quand même une vraie chute. Surtout par rapport à ce que régit Mars, donc la maison 12, la maison 7, par rapport à la relation. Donc pour info, hein, Alan Turing, homosexuel, a été... c'était interdit à l'époque, hein, en Angleterre, donc a été condamné soit à faire de la prison, soit à... Alors c'est horrible, hein, soit à prendre des médicaments pour devenir stérile, pour, entre guillemets, évidemment, grosses guillemets, guérir cette maladie. Bon, évidemment, on voit bien qu'il y a un problème avec ce Mars qui est en chute, ici. Maison 12, hein, ça peut être évidemment relié à des intoxications, ici. Ça peut être évidemment relié à une peine de prison ou une condamnation. Et la maison 7, c'est les relations. Donc ça c'est la cause. Bon. Donc voilà un petit peu des choses importantes. Alors Mercure, jugeons Mercure. Mercure étant domicile. Donc là, voilà, pareil, on a quelque chose de simple ici. Mercure est en domicile. Donc il va donner de bons effets quand il sera actif. Maintenant, passons, très simple, hein, vous voyez, maintenant passons aux nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, suspense, ça dépend des écoles. Certaines écoles vont nous dire Raoult, domicile en Verseau, Ketu en Poisson, Scorpion. Bon. En fait, moi je pense, comme Denis Labouret et comme Ernst Willem, je pense que les nœuds lunaires n'ont pas de dignité, pas de signes amis, ennemis, et pas d'entente naturelle avec les autres planètes. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ascendant n'en a pas, par exemple. L'ascendant, c'est un point. Un point qui délimite l'horizon. Ou plutôt, le point d'intersection entre le ciel et l'horizon. C'est ce qui délimite. C'est l'Est. Et Rahu et Ketu, ce sont également des points fictifs, des calculs, ici. Ce ne sont pas des entités physiques. C'est pas physique, c'est pas des points physiques. Donc, nécessairement, Rahu et Ketu sont indéfinissables, insaisissables. Donc, vouloir tenter de les définir
c'est vouloir tenter de définir l'indéfini. En fait, ces 20, c'est une perte de temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à comprendre ces nœuds lunaires et les effets, les impacts qu'ils vont avoir. Voilà. Mais comme ce sont des planètes d'ombre, comme ça qu'on les appelle en Inde, hein, eh bien, ils vont se comporter comme leurs dispositeurs et les planètes avec lesquelles ils sont conjoints. Autrement dit, le Ketu, ici avec la Lune, va se comporter comme la Lune. Donc, il faut savoir, pour comprendre comment Ketu va se comporter, c'est-à-dire en fait s'il est bien placé ici en Vierge, comment est la Lune. Et donc, il faut comprendre si la Lune est dans un signe ami ou pas naturel, ici chez Mercure. Donc ici, c'est neutre. Puisqu'on prend on prend le Mula Trikona de la Lune, c'est le Taureau. La deuxième, c'est Mercure. Et la cinquième, c'est Mercure aussi. J'ai dit neutre, pardon, c'est ami. Donc là, la Lune en Vierge est dans un signe ami. Ensuite, le rapport entre Lune et Mercure. Mercure est dans la 10e de Lune. Ici, on a quoi? On a un rapport amical. Donc là, super ami. Un grand ami. Donc la Lune est très bien positionnée. Donc Ketu aura de très bons effets. Ici. Ketu, en plus, dépend de Mercure qui est en domicile. Donc là, vraiment, Lune Ketu, excellents effets. Alors évidemment, Ketu va venir donner de mauvais effets sur la Lune, va venir affliger la Lune, évidemment. Mais, parce que Ketu, c'est sa nature. Mais Ketu placé dans la Vierge, et la Lune placée dans la Vierge, ici, sont très bien placés. Voilà un petit peu comment on peut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant leur période d'activation, Ketu ou Lune, eh bien, il y aura de très bons résultats. Alors évidemment, lorsqu'on va un peu plus loin, il y en aura aussi de très mauvais. Pourquoi je dis ça, entre parenthèses? Parce que Lune et Ketu sont dans un nakshatra régi par Mars, Chitra, et Mars est en chute. Donc ça, c'est aussi de très mauvais effets. Mais si on nommait les nakshatras, voilà la base. Passons à Rahu. Rahu est dans un domicile de Jupiter. Jupiter, ici, on doit comprendre complètement sa nature. Donc évidemment, Rahu n'est pas en conjonction, donc on ne prend pas spécialement la conjonction. On va regarder simplement comment est Jupiter. Jupiter est chez un signe ami, chez Mars. Ici. Donc déjà, c'est très bon pour Rahu. Voilà. Ensuite, le rapport entre Jupiter et Mars est un rapport de 9. Donc ici, c'est maléfique. Donc c'est neutre. Donc Rahu, ici, placé en poisson, est plutôt neutre. Donc Rahu est neutre, Ketu est très bénéfique. Alors évidemment, quand je dis bénéfique et neutre, c'est en fonction de leur dignité, c'est-à-dire de leur puissance, exaltation, domicile, etc. Donc, de l'exaltation à la planète, au signe ami, c'est manifestation des choses, c'est-à-dire un progrès. Signe neutre, par exemple, si vous avez, je sais pas, un signe, une amitié naturelle et une inimitié accidentelle, ce sera neutre. Eh bien, le signe neutre, plutôt la dignité neutre, nous renseigne sur un statu quo, c'est-à-dire sur quelque chose qui perdure, qui se maintient, qui est un peu fade, on s'ennuie un peu. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Une maladie qui peut rester. Un travail qui peut rester. Bon, c'est pas très... il se passe rien. Ça se maintient. Mais il n'y a pas de destruction. Or, ennemi, grand ennemi, chute, là il y a de la destruction. Ça détruit. Ça enlève, ça retire. Donc là, Ketu
Ketu va plutôt donner. Lune va plutôt donner. Parce qu'on l'a vu, ils sont très bien placés. Par contre, Rahu, on l'a vu, il est neutre. Donc Rahu, c'est l'ennui. Vous voyez que déjà comment on peut facilement interpréter des choses. Donc ça, c'est très important pour les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires dépendent juste, c'est très simple au final, dépendent juste des planètes avec lesquelles ils sont conjoints et surtout de leur dispositeur. Et évidemment, autre chose moins déterminant et quand même très important, Rahu va se comporter comme Saturne et Ketu comme Mars. Ce qui veut dire que si Mars est très faible, comme c'est le cas dans ce thème, le Ketu va donner de mauvais effets, c'est-à-dire va se comporter aussi comme Mars durant sa période. Les périodes de Ketu vont donc apporter de mauvais effets. En plus, là, Ketu est chez Mars, ici, c'est-à-dire dans son nakshatra. Donc, finalement, ici, il y aura un peu les deux. Tout dépendra des sous-périodes et des interpériodes, des transits. Mais ici, ce qu'on peut en dire, c'est que Ketu, comme Mars est pas terrible, eh bien, par exemple, Mars régissant la maison 7, eh bien, la période de Ketu peut entraîner des difficultés relationnelles. Tout simplement. Rahu, pareil. Si vous avez, je sais pas, Saturne qui est relié aux enfants, très fort, etc., eh bien, la période de Rahu va pouvoir donner. Et entre parenthèses, la grande période de Rahu est celle qui donne le plus facilement un mariage et des enfants. Voilà. Donc si vous avez Saturne faible, la grande période de Rahu va donner des effets pas très bons en imitant Saturne. Et évidemment ici en imitant Jupiter, c'est-à-dire son dispositeur. Et Ketu, Mars, pareil pour Mars. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour le thème natal. Ça fait déjà une petite demi-heure. Et maintenant, j'avais envie de vous parler de la continuité de ça en fonction des divisions zodiacales. Parce que ce que l'on a fait là, c'est bien, mais c'est simplement une étude globale, grossière, pour essayer de jauger un petit peu les grandes périodes. Mais si on veut aller plus loin, en fonction des divisions zodiacales, eh bien là, je vais faire autrement. Je vais faire autrement, puisque je vais tout simplement regarder l'ensemble des divisions, ici. Donc, en bas à gauche, Birth Chart, c'est mon D1, c'est mon thème natal. Donc, on a vu quoi? On a vu que si je prends par exemple le Saturne, ici, qui est chez Vénus, on a vu que les deux étaient grands amis. Donc, à chaque fois que je vais voir Saturne en Vénus, c'est-à-dire en Taureau ou en Balance, dans une division, eh bien, elle sera très bien placée. Elle sera puissante, grand ami. Par exemple, ici, dans le D4. Alors, le D4, alors c'est juste en dessous, voilà. Le D4, on voit que Saturne, il est en Taureau également. Donc là, il est très bien placé. Il est très bien placé, ce Saturne. Hop, voilà. Autre chose, si je regarde, par exemple, le D9. Voilà. Le D9, j'ai quoi? J'ai mon Soleil dans le D9 qui est chez Jupiter, qui est en Sagittaire. Bon. Eh bien, quand c'est comme ça, est-ce que le Soleil est bien placé dans le D9? Je ne vais pas regarder que l'entente naturelle. Le Soleil, oui, il s'entend bien avec Jupiter naturellement. Je vais faire ça dans un premier temps. Mais après, je vais me reporter au thème natal. Parce que, en fait, on ne prend jamais l'entente accidentelle, temporaire, indépendamment. Ça veut dire qu'on le prend toujours avec l'entente naturelle à partir du thème de naissance, jamais à partir de la division. Et une fois qu'on l'a bien répertorié dans le thème de naissance, eh bien, il restera le même dans la division. Donc là, le Soleil
comment il s'entend avec Jupiter? Eh bien, naturellement bien, on l'a vu, mais Jupiter est trop loin du Soleil. Il est ici dans la 6e du Soleil dans le thème natal. Jupiter est en Scorpion et le Soleil est en Gémeaux. Donc ici, c'est plutôt neutre. Donc ce Soleil en Sagittaire dans le D9, si on ne fait pas cette étude, on se dit, bah là il est bien placé parce qu'il est chez un ami. Oui, mais dans le thème de naissance, on voit qu'ils sont trop éloignés pour être vraiment amis. Donc au final, ce Soleil dans le Sagittaire sera décevant, il sera neutre. Donc il donnera une simple continuité des choses. Évidemment, après, les maisons vont rajouter du sens. Soleil en maison 9, ça va quand même être favorable. Surtout au niveau des circonstances. Mais voilà. Vous avez ici la clé pour lire tous les effets des tous les effets des planètes. Autre exemple, et puis on finira sur ça. Je vois que dans le D10, Vénus est en Cancer. Bon. Vénus est donc dépendant de la Lune. Donc je vais retourner dans mon thème de naissance, et je vais regarder Vénus. Donc je prends le moule à trichona de Vénus, la Balance, pour voir comment la Lune s'entend avec Vénus. Et je vois que le Cancer est dans la 10e, c'est la 10e maison comptée de la Balance. Donc, maléfique. Donc la Lune ne s'entend pas avec Vénus, naturellement. Ah. Donc, entente naturelle, mauvaise. Maintenant, la Lune est dans la 4e de Vénus. Voilà qui sauve les meubles, puisqu'on l'a vu, 3 avant, 3 après. Donc la 12, la 2, la 11, la 3, la 10, la 4 sont amis. Donc là, la Lune accidentellement, temporairement est amie avec Vénus, donc ça donne neutre. Donc Vénus ici, donc les périodes sous-périodes de Vénus dans le D10 seront des périodes neutres, c'est-à-dire qui ne donnent pas, mais qui ne reprend pas non plus, qui ne détruit pas non plus. Voilà des choses importantes. Et évidemment, le fait que dans le D10, pour reprendre Vénus, mettre de 1 en 3, oui, ça va nous donner des choses. Il y aura peut-être des déplacements. Il y aura peut-être des efforts à fournir quant à de la communication. Voilà, ça peut entraîner des changements, mais qui n'entraînent pas spécialement de progrès ou de destruction. Ça peut par exemple être, je sais pas, un changement de lieu. Voilà, mais c'est tout. Qui n'ont pas d'influence générale, grande, etc. Ok? Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut en dire sur ces ententes-là. Donc une vidéo un petit peu longue sur vraiment cette base, cette fondation de l'astrologie pour que vous puissiez vraiment regarder votre thème et comprendre les planètes. Voilà. J'ai une planète ici, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est puissante, est-ce qu'elle est en dignité, est-ce qu'elle est dans un signe ami-ennemi, comment est-elle par rapport à d'autres planètes dans leur relation, dans les divisions, est-ce que la période va m'apporter de bons effets, si oui, dans quel degré, etc. Ça, c'est vraiment essentiel. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien en description et rejoindre mon académie. Donc, c'est tout simplement pour devenir élève. Et on va en parler en long, en large et en travers. Et aller évidemment beaucoup plus loin dans cette interprétation. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser vos questions en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.